Cité Bois Libre rend hommage à cette jeunesse battante qui fait bouger les lignes. Le festival réserve une place de choix aux jeunes à travers des projections de films, concerts, débats. Je suis Thierry Michel, un cinéaste belge. En l'occurrence, j'ai filmé aux quatre coins du monde, de l'Amérique latine à l'Iran, de la Russie au Maghreb, mais j'ai consacré quand même mes 25 dernières années principalement à l'Afrique, à plusieurs pays d'Afrique et majoritairement à la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Voilà, j'y ai fait des films dont certains sont un peu plus connus, comme Mobutu, roi du Zaïre, qui date d'il y a une vingtaine d'années, et le film Congo River ou Katanga Business. Tous ces films ont été présentés à Dakar dans les années précédentes. Et aujourd'hui, je viens évidemment présenter le dernier, qui s'appelle L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate, un film consacré à une personnalité exceptionnelle africaine, un docteur de l'Est du Congo, qui depuis 15 ans soigne les femmes victimes de la guerre, des guerres qu'a connu ce pays, et victimes principalement de ce qu'on appelle le viol avec extrême violence, ce qui est un terme très diplomatique pour dire que c'est un victime avec destruction de l'appareil génital de la femme, dans le but de l'empêcher de procréer, et surtout, comme ces viols sont en général collectifs et publics, dans le but de détruire les communautés villageoises et d'occuper le terrain pour exploiter un minerai très précieux pour le monde entier qui est le coltan. Le coltan, c'est ce minerai que tout le monde a dans ses téléphones portables et dont la seule province du Kivu au Congo regorge de 70% des réserves mondiales. D'abord, je n'avais jamais fait de film sur la guerre, une guerre quand même, je pense, la pire guerre africaine depuis l'indépendance, qui est la guerre du Congo, qui a mis en jeu un nombre incroyable de pays africains. Ça va de le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, le Zimbabwe et l'Ouganda. Enfin, c'est incroyable comme cette guerre a été violente et a été générale. Mais la deuxième chose, c'était surtout de rendre hommage à un Africain d'exception. Le docteur Mukwege est un de ces hommes dont l'Afrique a vraiment besoin, et ils ne sont pas très nombreux, des hommes de conviction, désintéressés, des hommes qui sont proches de du peuple dont ils sont issus, qui ont énormément d'empathie et de courage. Alors le docteur Mukwege non seulement a fait un travail extraordinaire de chirurgien, en essayant de permettre à la plupart de ces femmes de survivre d'abord, de leurs blessures, mais d'être réparées quand c'était possible, ou de les soigner au mieux, parce que de nombreuses femmes resteront incontinentes à vie, ne pourront plus jamais avoir d'enfants, de famille et de rapports sexuels. Donc c'est une destruction terrible. Il a voulu au moins, pour ces femmes-là, les soigner psychologiquement, essayer de les aider économiquement à se réinsérer, et surtout leur apporter une aide juridique. Et donc il a créé non seulement des cliniques médicales dans l'ensemble de l'Est du Congo, mais il a créé des cliniques juridiques qui recueillent les témoignages des femmes, en font des dossiers et vont devant la justice pour exiger réparation et condamnation des coupables. Alors, je trouvais que cet homme-là, qui a d'ailleurs eu le prix Sakharov, c'est le deuxième prix international le plus important après le prix Nobel. C'est le prix qui récompense les activistes, ceux qui défendent la liberté d'expression, les gens qui se battent pour les droits de l'homme dans leur pays ou dans le monde. Il a eu ce prix, il a été nominé au prix Nobel, et donc il méritait cet hommage cinématographique, comme les femmes d'ailleurs méritaient que leur témoignage soit diffusé pour que cette horreur s'arrête, que cette arme de guerre, qu'est le viol, une arme de guerre très bon marché, mais très efficace, pour qu'on puisse y mettre fin définitivement.
et pour que puisse commencer une campagne internationale aussi, pour que les vrais coupables, qui sont toujours en liberté, les commanditaires de ces crimes atroces, qui sont parfois congolais, mais parfois d'autres pays qui sont venus faire la guerre au Congo, soient poursuivis et, on espère, un jour condamnés. C'est d'ailleurs pour ces raisons que le docteur a été victime de tentatives d'assassinat. Il a d'ailleurs perdu un de ses plus proches, un collaborateur de 20 ans, qui est mort à sa place, on va dire. Et il est aujourd'hui enfermé dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des Nations Unies. Il a quitté sa maison, il a quitté la vie publique. Ce sont les Nations Unies armées qui le protègent et qui l'accompagnent dans chacun de ses déplacements. Il y aura nécessairement une progression. Disons que je pense qu'il y a une régression à partir du moment où pendant une vingtaine d'années, les femmes sont devenues une des principales cibles des groupes armés, des groupes mafieux, politico-mafieux. Il y a régression. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience chez les femmes, beaucoup plus que chez les hommes. Et c'est la question que pose le docteur Mukwege, où sont les hommes? Il y a cette prise de conscience que les femmes doivent s'organiser en association et devenir des activistes. Et que c'est par les femmes demain que la situation pourra changer. Vous savez, au Congo, une femme, c'est comme une chèvre. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. La valeur de la femme n'a rien à voir avec celle d'un homme. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les pères des femmes violées préfèrent négocier une chèvre ou une vache en compensation du viol qu'ont subi leurs enfants et donc de la perte de la dot qui sera la leur. Et ça, c'est inadmissible. Les femmes n'ont pas à être considérées comme des objets, à être vendues ou évaluées. Elles ont droit à leur dignité, au respect de leurs valeurs. Voilà, les femmes ont été les pires victimes de crimes les plus ignobles. Mais je pense que du côté des femmes, il y a aujourd'hui une volonté de faire reconnaître ces statuts et ça se fera par une lutte quotidienne contre le pouvoir exorbitant que tous les hommes ont pris. Heureusement, maintenant, il y a quelques femmes qui ont pris des responsabilités politiques dans quelques pays d'Afrique. Il en faudrait beaucoup plus. Il faudra nécessairement arriver à une forme de parité au niveau des élections, au niveau des élus. Si on n'impose pas cette parité, je crains que les femmes soient toujours considérées comme des sous-hommes, excusez-moi l'expression, en Afrique. Le problème du Congo, il est simple, c'est la richesse de ce pays. Le Congo regorge des minerais les plus précieux pour l'industrie technologique mondiale. Ça va de l'uranium. Rappelons que la bombe atomique d'Hiroshima, c'est l'uranium du Congo. Le coltan, le cuivre, le cobalt, le diamant, l'or, mais bien d'autres, le germanium, bien d'autres minerais dont on connaît à peine le nom, mais qui sont dans toutes les industries aéronautiques ou les industries d'armement proviennent du Congo. C'est pour ça que s'y mène une guerre économique terrible, qui est une guerre aussi politique pour occuper les carrés miniers, pour exploiter ce minerai par des groupes mafieux ou par des multinationales. Et donc le Congo est aussi le résultat aujourd'hui de lutte ethnique, de lutte politique, d'une élite vénale, d'une élite politique qui ne cherche que son enrichissement personnel, où il n'y a aucun programme politique, aucune vision, c'est le partage du gâteau. C'est effroyable comment ce pays a pu tomber dans l'abîme d'une tragédie sur fond de guerre économique et de guerre armée et de guerre civile. Voilà, donc il faut absolument qu'il y ait un sursaut. Je pense qu'il faut une révolution, comme ça a été le cas au Sénégal ou au Burkina, que des gens se lèvent aujourd'hui pour dire assez c'est assez, il faut l'esprit du ballet citoyen, c'est clair. Mais on a vu que les premières tentatives des jeunes de s'organiser ont été étouffées dans l'œuf. On a arrêté les gens de Filimbi ou de Lucha, ces jeunes qui s'organisaient pour un changement pacifique, ils voulaient une révolution pacifique. Donc il y a une répression féroce, encore cette mobilisation de janvier contre la réforme du code pénal pour empêcher qu'un président
qui est élu pour 2 mandats, face à un 3e mandat anticonstitutionnel. Ça s'est soldé par une 40aine de morts officielles, une 60aine de disparus. On sait où sont ensevelis les corps, dans les fosses communes. On le sait, les Nations Unies le savent, mais les autorités congolaises refusent de faire l'exhumation des corps. Donc on est là face à un pays où il n'y a plus d'État, et surtout il n'y a plus d'État de droit. Et donc, de cette barbarie invraisemblable, il faut absolument sortir. Mais ça ne se fera pas dans le contexte, je pense, actuel du Congo, où, je vous ai dit, les élites politiques ne cherchent que l'enrichissement. Mais il y a à la fois un défi, en même temps une opportunité invraisemblable. Aujourd'hui, vous pouvez filmer avec un appareil photo, c'est ce que vous faites. Donc on peut faire des films avec très peu de moyens, avec des petites cartes mémoire qui ne coûtent pas très cher. Vous savez, moi j'ai commencé, et les cinéastes africains qui ont commencé il y a 40 ans devaient utiliser la pellicule, c'était extrêmement cher, c'était lourd, c'était compliqué technologiquement. Il fallait des laboratoires qu'il n'y avait pas toujours dans les pays. Aujourd'hui, tout citoyen peut quelque part filmer l'histoire qui se fait. C'est ce qui s'est fait au Burkina. Les citoyens ont filmé les événements et ça a permis de faire un film sur la révolution burkinabé. Donc il y a une opportunité formidable. Voilà, ça en termes de production, je pense que le problème n'existe plus. Il y a alors un problème de formation pour faire des œuvres. Entre faire de la chronique, du réel, et faire une œuvre cinématographique, il faut à ce moment-là nécessairement une connaissance. Comme il faut une connaissance de la musique, il faut une connaissance artistique, ou même une connaissance journalistique pour arriver à faire des dossiers extrêmement professionnels. Donc là, c'est une question de formation. Voilà. Alors là où les choses sont plus difficiles, c'est en termes de diffusion. C'est vrai que les grands canaux de diffusion internationaux sont monopolisés par des grands monopoles internationaux. Donc là, les Africains ont évidemment une difficulté. Vous n'avez pas. Nous, on a sorti le film en salle en Belgique, on va le sortir en salle en France, il va sortir aux États-Unis, mais vous n'avez même pas une salle de cinéma ici à Dakar. Donc il manque d'infrastructures de diffusion. Là, il faut que des gens aujourd'hui se mobilisent sur les créneaux de diffusion. Alors heureusement, vous avez Internet, c'est très important, et des festivals comme le festival Ciné Droit Libre, qui sont des lieux uniques tout d'un coup, où les Africains peuvent retrouver une image d'eux-mêmes aussi, des films qui ne sont pas diffusés sur, si vous ouvrez demain les chaînes internationales payantes, vous n'allez pas voir les films africains très difficilement. Donc ces lieux de festival sont très importants, mais il faut recréer un réseau de salles cinématographiques en Afrique, c'est une évidence, et il faut aussi populariser la médiation, la diffusion, comme le fait d'ailleurs Semfilm au Burkina, par Internet. Mais encore faut-il qu'il y ait un accès à Internet. Si je prends le Congo où il n'y a déjà pas d'électricité dans des capitales de province, il n'y a pas d'électricité. Hein. Des villes comme Bandaka, Bandaka c'est l'Équateur, c'est presque la France comme territoire. Il n'y a pas d'électricité dans la capitale. Donc pas d'accès à Internet, il n'y a pas de réseau. S'il y a un réseau, il faut 2 heures pour essayer de charger 1 minute. Parce que ce n'est pas digital, ce n'est pas la fibre optique. Donc il faut que ce développement technologique permette aux Africains de pouvoir communiquer plus rapidement entre eux par ces réseaux qui existent et qui sont quand même un facteur de démocratie tant que ce canal est ouvert et gratuit. Il est évident que de grands groupes internationaux comme Google, Facebook et d'autres vont essayer à un moment donné de faire payer et de contrôler ces réseaux, mais tant qu'il y a un accès libre sur Internet, ça peut être évidemment une solution. Donc il y a des outils aujourd'hui qui permettent aux jeunes Africains de se faire entendre. 2 problèmes à résoudre, la diffusion sale, claire, la diffusion publique et collective. Ça peut être aussi dans des associations, il ne faut pas nécessairement des salles aujourd'hui. Il faut un projecteur et un écran, et un haut-parleur avec amplification. C'est pas grand-chose. Et on peut faire des cellules, même dans les villages. Ce n'est pas très compliqué. Ça se fait dans d'autres pays. Vous savez, il y a des pays plus pauvres
Mais le Burkina donne une leçon. C'est quand même un des pays les plus pauvres d'Afrique qui donne une leçon en matière de cinéma à tous les autres pays africains. C'est aussi une volonté politique du ministère de la Culture de dire on va soutenir ce qui est l'expression de notre identité, de notre raison d'être, de notre conscience, c'est-à-dire on va soutenir un cinéma fait par nos cinéastes ou nos journalistes à destination de nos populations. C'est la société civile qui est le garante de la mobilisation des populations pour lutter contre l'impunité. Mais c'est aussi le fait de la solidarité internationale. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui quand même quelques criminels politiques du monde et de l'Afrique qui sont devant des cours pénales internationales. Le Congo a quand même plusieurs personnalités qui sont à La Haye, en prison, et qui vont devoir répondre de leurs actes devant la justice. Donc il y a aussi un progrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'un dictateur africain ou un général ou un colonel qui commet des actes ignobles a conscience que l'impunité n'est plus tout à fait d'actualité, qu'un jour ou l'autre, à l'occasion d'un changement politique, il risque de se retrouver arrêté et transféré devant ou condamné devant sa justice nationale ou devant une autre justice. Je vous signale qu'ici, au Sénégal, vous avez actuellement le procès d'Hissène Habré. Il a peut-être fallu longtemps, il y a 20 ans qu'il a commis ces crimes, mais tout d'un coup, un des grands criminels africains est là, devant un tribunal africain, à devoir répondre de ses actes. Ça, c'est un signe extrêmement important qui est donné à l'Afrique d'aujourd'hui. C'est qu'un pays africain peut juger un criminel d'un autre pays africain. Vous avez aussi le Major Milamboué, qui est complice dans l'assassinat de Floribert Chebeya, qui était le leader de la société civile et des associations de droits de l'homme, est ici à Dakar et est en justice à Dakar. Là où la justice congolaise n'a pas fait le travail, on espère que la justice sénégalaise va aboutir à identifier les vrais coupables de l'assassinat de Floribert Chebeya. Donc il y a des avancées. Mais il faut toujours avoir derrière la puissance non seulement de la solidarité internationale, mais de la société civile des pays où ça s'est produit. Et je pense que cela est en train d'avancer à grands pas. Le cinéma d'abord a une raison d'être qui est artistique aussi, hein, de divertissement et artistique, mais un certain cinéma, et surtout le cinéma documentaire, est témoin de l'histoire des hommes. Donc le cinéma documentaire ne peut pas passer à côté de ce que vivent les populations. D'ailleurs, que ce soit les tragédies ou que ce soit les espoirs. Les films faits sur la révolution burkinabé sont des films pleins d'espoir. Ils montrent comment une société civile a réussi à se mobiliser, non seulement pour faire tomber un dictateur, mais pour empêcher un coup d'État. Et ces films sont une leçon pour toute l'Afrique. Alors il est évident qu'il y a des pays où ils ne pourront pas être présentés. Je vois difficilement ces films autorisés au Congo. Mais vous savez, aujourd'hui, toute censure crée l'attente aussi, et qu'il y a le moyen de lutter contre la censure, comme on ne saurait pas le faire auparavant. Une simple clé USB, les réseaux informatiques, les DVD qu'on multiplie comme les petits pains dans la Bible, tout ça permet aujourd'hui que, même s'il y a censure, la population puisse voir les films. Et j'ai été très étonné au Congo quand j'allais, qu'on me demandait est-ce que vous avez le film sur Floribert Chebeya que vous avez fait. Je dis je ne l'ai pas puisqu'il est interdit, que j'aurais été arrêté à la frontière, comme d'ailleurs des jeunes qui ont voulu télécharger dans des cybercafés le film ont été arrêtés. Donc je ne l'ai pas. Ils m'ont dit bon, on va aller voir à côté. On va à côté dans un magasin où on vend de tout, des perruques et des médicaments. Et ils demandent est-ce que vous avez le film sur Floribert, et il le sort dans tout le comptoir. Oui, voilà. Vous pouvez payer, chez vous c'est des CFA, là c'était des francs congolais, et le piratage a permis, le piratage massif a permis que finalement une bonne partie de la population du Congo connaît aujourd'hui ce film, et c'est exactement ce qui s'est passé quand on a assassiné un des leaders de la société congolaise, Floribert Chebeya.
Non, de toute façon, le Kabila n'a pas pu le faire il y a un an parce que la révolte de la rue a été trop forte. Maintenant, il a massacré, sans vergogne. Il a arrêté les jeunes de Filimbe et de Lucha. Donc, mais ne vous tracassez pas, tous les plans sont établis pour qu'il reste au pouvoir. Il n'a pas abandonné la lutte pour garder le pouvoir à tout prix. Et les sources de richesse et de financement que lui donne le pouvoir, à lui et à tous ses affidés, tous ses fidèles. Mais bon, moi je suis très inquiet pour le Congo, parce que je ne vois pas d'issue, je ne vois pas vraiment une issue pacifique. Je pense que le pays risque de retomber dans des violences invraisemblables. Ce pays, d'abord, connaît toujours les assassinats de masse, sont même pas mensuels, sont hebdomadaires. On est toujours dans le registre du meurtre, et pas du meurtre individuel. Mais c'est localisé à certaines régions pour le moment, et plutôt à l'est du Congo. Je pense que s'il y a un blocage du pouvoir sur le changement politique, le pays va entrer dans un cycle de violence généralisée. Et ça serait terrible, parce que ça va encore se payer par combien de vies humaines pour simplement accéder à un minimum d'état de droit et à un minimum de démocratie. C'est affolant. Mais je vois peu d'issues politiques aujourd'hui. Je pense qu'il y a une inconscience des autorités congolaises et de la communauté internationale qui dira comme à chaque fois après « Ah, si on avait su », comme on a dit au Rwanda, comme on dit aujourd'hui au Burundi « Ah, si on avait su ». Mais on le dit trop tard. On sait bien quand les germes de la violence politique sont là, qu'il faut les éradiquer à la base. Il ne faut pas laisser se développer. C'est comme le djihadisme. On a laissé se développer le djihadisme. Qu'est-ce qu'on en paye un prix cher aujourd'hui, puisque ce n'est plus seulement Boko Haram en Afrique ou Daesh au Moyen-Orient, c'est à Paris que se produisent des attentats dans des lieux fréquentés par tout le monde, par la jeunesse française et internationale, hein, toute religion et toute nationalité confondue. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment, entre autres, que les Nations Unies assument leurs responsabilités. Ce qu'elles ne font pas vraiment, elles le font partiellement. Il y a une grosse mission des Nations Unies. Depuis 15 ans au Congo, il y a quand même 20 000 militaires et civils des Nations Unies, avec un budget d'1,5 milliard par an au Congo, pour un résultat qui est quoi? Un état de droit? Non. La démocratie? Non. La fin de la guerre? Non. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait une volonté d'éradiquer totalement et d'impunité. Parce que tant que l'impunité n'aura pas été établie, bien évidemment, les criminels continueront à faire leurs actes ignobles. Ewe mlezi mbawa Kumbache unagona ketosha holo Wesonga juwa ujizire Nawe nandazi za ubadilisho Ima yetirie